J'espère que vous avez rechargé les batteries pendant ces 15 jours de suspension de nos travaux parlementaires. Et nous avons une semaine qui, pour le moins, est extrêmement chargée. Et nous avons le plaisir donc de commencer cette semaine ce soir par l'audition en application de l'article 13 de la Constitution de M. François Jacq, que j'accueille avec plaisir dans cette salle de la Commission des affaires économiques, et vous êtes candidat proposé aux fonctions du président du CNES, le conseil d'administration du Centre national d'études spatiales. En pratique, le président du conseil d'administration du CNES en est le dirigeant exécutif et porte le titre de président-directeur général du CNES. En application de l'article 13 de la Constitution, cette nomination par décret du président de la République ne peut intervenir qu'après audition par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Vous étiez, jusqu'à il y a quelques minutes encore, auditionné par la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Et maintenant, c'est la Commission des affaires économiques du Sénat qui va vous auditionner dans quelques instants. Cette audition à laquelle nous allons assister est ouverte à la presse et au public. Elle est retransmise en direct sur le site du Sénat. Elle donnera lieu, à la fin de notre réunion, à un vote à bulletin secret pour lequel les délégations de vote ne sont pas autorisées. L'Assemblée nationale, je le disais, vous a entendu il y a quelques instants, et donc nous dépouillerons en même temps les bulletins à l'issue du vote. Il ne pourra être procédé à cette nomination si l'addition des votes négatifs dans les deux commissions représente au moins 3/5 des suffrages exprimés. Pour mémoire, M. Philippe Baptiste, qui occupait depuis 2021 les fonctions de président du conseil d'administration du CNES, a été nommé le 23 décembre 2024 en tant que ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche dans le gouvernement de François Bayrou. L'intérim était assuré et est toujours assuré jusqu'alors par M. Lionel Suchet, directeur général délégué du CNES depuis 2017. Je précise à l'attention de mes collègues que si votre candidature est approuvée, vous serez nommé pour la durée du mandat de M. Baptiste restant à courir, soit jusqu'au 8 avril 2026, c'est-à-dire pour un peu moins d'un an. Cela signifierait donc que si le président de la République décidait de proposer de nouveau votre nomination l'an prochain, cette fois-ci pour un mandat de 5 ans, notre commission aurait de nouveau à se prononcer. Je voudrais rappeler brièvement, Monsieur Jacq, votre parcours. Ingénieur des mines, vous avez été conseiller pour l'industrie, la recherche et l'énergie au cabinet du Premier ministre François Fillon et avez dirigé plusieurs établissements publics de premier plan. L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, l'ANDRA, de 2000 à 2005, Météo France, de 2009 à 2013, et l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, IFREMER, de 2013 à 2018. Depuis 2018, vous êtes administrateur général du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, dont vous présidez également le conseil d'administration depuis 2019. Vous avez été renouvelé dans vos fonctions d'administrateur général du CEA en mars 2022. Notre commission avait d'ailleurs déjà eu l'occasion de vous entendre dans ce format à 2 reprises consécutives, en 2018 et en 2022. Je précise enfin que vous avez été déjà membre du conseil d'administration du CNES en tant que personnalité qualifiée de 2015 à 2021. Avant de passer la parole à notre collègue Franck Montaugé, qui est rapporteur au nom de notre commission sur cette nomination, je souhaiterais rappeler que le Centre national d'études spatiales, le CNES, est un établissement public à caractère industriel et commercial, un EPIC, qui a été créé en 1961 et qui est placé
sous la triple tutelle du ministère de l'Économie, du ministère des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, du ministère des Armées et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il gère la base de lancement de Kourou, en Guyane, port spatial de l'Europe. Il représente la France à l'Agence spatiale européenne, l'ESA, et assure une veille sur les sujets réglementaires et la mise en œuvre de la loi sur les opérations spatiales. Il intervient dans 5 domaines au profit du ministère des Armées: la conduite des programmes spatiaux militaires et duaux, la préparation du futur, la surveillance de l'espace, les opérations spatiales et l'appui à la montée en puissance des armées dans le domaine spatial. Le CNES réunit ainsi toutes les fonctions permettant au gouvernement français de définir et de mettre en œuvre sa stratégie spatiale à l'heure où le Premier ministre a lancé l'élaboration d'une stratégie spatiale nationale à l'horizon 2040 et qui est attendue pour le mois de juin. Aussi dire que le PDG du CNES joue un rôle crucial à un moment où l'espace fait l'objet d'un intérêt certes renouvelé, mais constitue avant tout un véritable enjeu de souveraineté majeur pour notre pays, au sein même de l'Europe, avec la volonté d'un partenaire comme l'Allemagne de jouer un plus grand rôle, mais aussi pour l'Union européenne dans son ensemble, dans un contexte où les États-Unis, la Chine et la Russie en font un terrain de compétition entre les grandes puissances. Mais l'espace, c'est aussi un domaine où interviennent désormais des acteurs privés, souvent disruptifs, dont l'un des exemples les plus évidents est Elon Musk, des lanceurs lourds ou réutilisables aux satellites de communication qui sont stratégiques dans le conflit ukrainien. Voilà, j'ai déjà été bien trop longue. Je cède sans plus tarder la parole à notre rapporteur Franck Montaugé. Puis vous aurez, bien sûr, Monsieur Jacques, le loisir à la fois de répondre à notre rapporteur et puis bien évidemment de présenter aussi votre projet si vous êtes nommé demain PDG du CNES, après quoi les autres membres de la commission vous poseront leurs questions et nous les prendrons en fonction du nombre de questions, 3 par 3, pour que vous puissiez y répondre au fur et à mesure. Franck, bien volontiers, je te laisse la parole et je te remercie pour le travail que tu as fait depuis quelques semaines lorsque tu as été nommé rapporteur au titre de l'article 13. Merci Madame la Présidente. Avec Monsieur Gouadin, administrateur à ma droite, ce travail. Madame la Présidente, Monsieur Jacques, chers collègues, comme vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, nous sommes réunis aujourd'hui pour nous prononcer sur la candidature de Monsieur François Jacques, dont la nomination est proposée en qualité de président du conseil d'administration du CNES. L'enjeu pour nous, c'est d'approuver ou non cette nomination de M. Jacques à ce poste pour une durée de 11 mois, puisqu'il s'agit, comme ça a été dit déjà, à ce stade de terminer la durée du mandat de Philippe Baptiste, devenu ministre, restant à courir, soit jusqu'au 8 avril 2026. Le CNES est à la fois une agence de programme, un centre technique et un opérateur spatial. C'est l'Agence spatiale française qui est chargée d'élaborer et de proposer au gouvernement la politique spatiale française, que ce soit pour les opérations civiles, militaires ou duales. Les 4 missions fondamentales du CNES sont précisées dans son contrat d'objectifs et de performance pour la période 2022-2025. La première mission vise à maintenir et à renforcer l'autonomie stratégique de la France et de l'Europe dans le domaine spatial, en garantissant notamment la capacité d'accéder de manière autonome à l'espace, en développant des services civils et militaires et en garantissant l'utilisation des infrastructures, des services et des données spatiales. La deuxième mission vise à soutenir et à faire rayonner l'excellence scientifique française. L'espace et son exploration sont en effet au cœur d'avancées scientifiques dans de nombreux domaines. La troisième mission vise à faire progresser la compétitivité de l'écosystème spatial en accompagnant les acteurs de la filière française et en encourageant le développement d'une nouvelle économie du spatial appelée New Space. Et la quatrième mission consiste à encourager les missions spatiales dont le but est de mieux comprendre le climat et son évolution afin d'accompagner la transition écologique du secteur spatial français, entre autres. En 2025, le budget du CNES, incluant la part française à l'Agence spatiale européenne, s'élève à près de 3 milliards d'euros.
Il compte 2350 salariés, dont 39% de femmes, répartis sur les sites de Paris, Toulouse et la base de lancement de Kourou. 87% d'entre eux sont des cadres ou des ingénieurs. Monsieur Jacques, au regard de l'attention renouvelée portée à la conquête spatiale et au développement des entreprises du secteur spatial, quelle contribution à la stratégie spatiale française à l'horizon 2040 souhaiterez-vous proposer au gouvernement? Je précise que cette stratégie est en cours d'élaboration. Quelles seront vos grandes priorités à la tête du CNES au cours de l'année qui vient? Quels sont les points marquants du bilan de votre prédécesseur Philippe Baptiste que vous souhaitez poursuivre et approfondir? Quelles inflexions envisagez-vous d'apporter d'ores et déjà et sur quels aspects? Au-delà de ces questions, je vais aborder 5 thèmes à propos desquels nous souhaiterions vous entendre. Premier thème, celui de l'accès autonome de l'Europe à l'espace. Pour la Commission des affaires économiques du Sénat, les enjeux de l'accès autonome de l'Europe à l'espace dans le cadre du programme Ariane 6 constituent la problématique qui nous préoccupe le plus, puisque nous avons perdu en quelques années notre souveraineté en la matière. Lancé en décembre 2014, le programme Ariane 6 a connu des retards et des surcoûts importants, évalués à 600 millions d'euros, mais a enfin accompli son vol inaugural le 9 juillet 2024 et son premier vol commercial le 6 mars 2025, en mettant en orbite le satellite d'observation militaire français CSO-3. 4 autres lancements sont prévus en 2025, avec notamment le début des lancements pour la constellation Kuiper d'Amazon, puis entre 5 et 10 en 2026, pour atteindre la pleine cadence avec 10 tirs par an à partir de 2027. Monsieur Jacques, considérez-vous que le modèle d'Ariane 6, entré en service avec plusieurs années de retard et qui fait face en particulier à la concurrence des fusées Falcon de SpaceX, est compétitif économiquement? Au-delà de la finalisation d'Ariane 6, qui est un lanceur lourd, comment doit, selon vous, se positionner la France dans le développement des micro-lanceurs et des lanceurs réutilisables, indispensable pour nous garantir un accès autonome et durable à l'espace? Deuxième thème, le volet spatial du plan France 2030. Le CNES joue depuis 2022 un rôle clé dans le déploiement du volet spatial du programme France 2030 qui est doté de 1,5 milliard d'euros. Le CNES a en effet la responsabilité d'identifier les marchés émergents grâce à l'Observatoire du spatial, de proposer des feuilles de route pour stimuler l'innovation et la recherche de solutions industrielles dans ces domaines, puis de réaliser les appels d'offres correspondants. Considérez-vous que le triple objectif assigné au volet spatial de France 2030, à savoir développer l'écosystème de start-up dédié au spatial connu sous le nom de New Space, investir dans les technologies de rupture qui façonneront l'avenir du spatial et cibler les investissements sur les marchés porteurs, a de bonnes chances d'être atteint? Troisième thème, la recherche scientifique en matière spatiale. Le spatial est au cœur des avancées scientifiques dans de nombreux domaines, connaissance de l'univers et du système terrestre, sciences de la matière ou sciences de la vie, mais également recherche appliquée au service de l'économie et de la société. Le CNES est l'opérateur chargé de porter ces projets de recherche scientifique en matière spatiale. 90% de ces programmes de recherche du CNES résultent de coopérations internationales avec, par exemple, le satellite SWOT, Surface Water and Ocean Topography, produit de la collaboration franco-américaine entre le CNES et la NASA, qui révolutionne la mesure du niveau des eaux, celle des océans, mais aussi des lacs et des fleuves. L'observation de la Terre est un enjeu majeur car elle est déterminante pour les questions du climat, de la biodiversité ou bien encore du suivi des polluants. Or, certains des programmes liés à cette thématique fondamentale pourraient être remis en question par l'administration Trump en raison de son hostilité à la recherche sur le réchauffement climatique et plus largement de sa remise en question idéologique de la science. Monsieur Jacques, comment abordez-vous la remise en question par les États-Unis de programmes de recherche communs qui sont essentiels pour comprendre le réchauffement climatique et ses conséquences? Quelle appréciation portez-vous sur les priorités de recherche actuelles du CNES? Des domaines vous paraissent-ils plus prometteurs que d'autres? Comment vous positionnez-vous sur la question des vols habités et de l'élaboration spatiale? Quelle est votre réflexion sur l'état du droit international de l'espace? Comment éviter que prévale la loi du plus fort et aller vers plus de coopération en matière d'occupation de l'espace, d'exploitation de ses ressources ou de gestion des déchets spatiaux, par exemple? Quatrième thème, dans le contexte actuel de développement et de mise en service de plusieurs constellations de satellites tant publics, Chine et États-Unis, que privés, c'est OneWeb, Starlink et Kuiper, qui répondent aux besoins actuels de traitement de données et de connectivité découlant de la transition numérique, le secteur des télécommunications est plus que jamais stratégique pour la France et l'Europe. Décidé en mars 2023, le programme IRIS
ça veut dire infrastructure de résilience et d'interconnectivité et de sécurité par satellite, vise à répondre à cet enjeu en constituant le premier réseau de satellites multi-orbitaux en Europe. Cette constellation sera constituée d'environ 300 satellites et devrait voir le jour en 2030. Elle devra garantir l'autonomie stratégique de l'Union européenne dans le domaine des communications gouvernementales sécurisées, fournir des services commerciaux et maximiser les synergies entre les infrastructures gouvernementales et commerciales. Quelles sont pour vous, Monsieur Jacques, les forces et faiblesses du projet de constellation européenne de satellites, donc la constellation IRIS, qui est pilotée par la Commission européenne? Pensez-vous que les entreprises françaises sont suffisamment mobilisées sur ce projet et surtout, quelles seront en mesure d'en tirer des bénéfices significatifs et lesquels, selon vous? Et avant de vous céder la parole, Monsieur Jacques, je souhaite aborder une dernière thématique, celle des principaux enjeux internes au CNES. Comme la Cour des comptes l'a diagnostiqué dans un récent rapport, le maintien des capacités techniques du CNES constitue un véritable défi, car il fait face à un problème durable de vieillissement de sa population d'ingénieurs, doublé d'un défaut d'attractivité en début de carrière et de départ en cours de carrière. 50% de son parc informatique est aujourd'hui considéré comme obsolète. Le CNES devra donc investir massivement dans ses systèmes d'information, investissements qui s'ajouteront à ceux qu'il devra consentir pour remédier à la vétusté du centre spatial de Toulouse. Comment, Monsieur Jacques, percevez-vous les différents défis internes du CNES, en particulier dans les domaines des ressources humaines, des systèmes d'information ou bien encore de l'immobilier? Alors que le CNES est chargé de la gestion de la base de lancement de Kourou en Guyane, quelles sont aujourd'hui les perspectives de développement et de modernisation de Kourou, notamment au regard du retrait de la Russie depuis 2022? Monsieur Jacques, nous avons besoin, pour nous prononcer sur votre nomination, de bien comprendre comment vous vous positionnez sur les différents enjeux que je viens d'évoquer et d'identifier les priorités qui seront les vôtres pendant l'année du mandat qui pourrait vous être confié à la tête du CNES. Je vous remercie d'avance pour les réponses que vous voudrez bien apporter à ces différentes questions. Excusez-moi d'avoir été un peu long. Mais le sujet le vaut bien, cher Franck, et en tout cas, merci. Voilà, Monsieur François Jacques, nous vous laissons bien volontiers la parole pour le temps que vous souhaitez, et ensuite on ouvrira les questions à l'ensemble des autres membres de la commission. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le rapporteur. Je suis heureux d'avoir un peu plus de temps qu'une minute, parce que avec tout ce que Monsieur le rapporteur a traité, là pour le coup je n'arriverai pas à faire en une minute. D'abord, je voudrais dire que la Présidente le rappelait, ce n'est pas la première fois que je viens devant cette commission, mais je suis toujours très honoré, et en tout cas très honoré de venir aujourd'hui présenter mes idées sur le spatial et sur le CNES. Permettez-moi un mot personnel, le CNES pour moi ce serait, si tout ceci se concrétisait, un nouveau défi, et un défi de taille, vu l'importance du secteur spatial et surtout du secteur spatial en ce moment. Et je voudrais le dire dans le sillage de prédécesseurs que je voudrais saluer, avec une pensée particulière pour Yannick Descata, qui a été, comment dire, quelqu'un avec qui j'ai partagé beaucoup de choses au fil de ma carrière. L'autre chose, la Présidente le disait, c'est que pour moi c'est une histoire un peu au long cours avec le spatial, que ça a été comme administrateur du CNES, mais aussi comme utilisateur du spatial à la météo via les satellites météorologiques, ou d'ailleurs à l'IFREMER avec l'ensemble des affaires sur les océans et sur le positionnement. Et puis, dernière chose, je pense que le CNES pour moi, ça s'inscrit dans un fil conducteur de mon parcours, je crois, qui est consacré à la science et à la technologie, au sein de grands organismes publics et au service de l'intérêt général. Alors, une fois que j'ai dit ça, je ne suis pas au sein du CNES aujourd'hui, donc c'est nécessairement une analyse qui est une analyse personnelle au vu de ce que j'ai pu, des échanges que j'ai pu avoir, mais qui implique une bonne dose de modestie, une bonne dose d'humilité, parce que ça devra être confronté à un travail interne avec les équipes le moment venu, si tel devait être le cas. Avant d'aller sur à la fois les réponses à monsieur le rapporteur et puis peut-être les priorités, mais les priorités que j'avais en tête de mentionner, elles coïncident beaucoup avec les questions de monsieur le rapporteur. Donc je pense que je devrais réussir à combiner les deux exposés. Peut-être simplement redire des choses qui pourront sembler d'évidence, mais qui me semblent importantes par rapport au spatial. Alors le spatial, c'est un objet de fascination, mais je crois aussi que c'est un objet d'abord de service pour les citoyens et pour les sociétés. Parce que si on pense simplement à notre vie quotidienne et à ce que nous ne pourrions plus faire
si nous n'avions pas de services spatiaux, je pense que là, tout de suite, on se rend compte de l'importance du domaine, c'est-à-dire plus de positionnement GPS, plus d'observation météorologique, enfin, satellitaire, plus d'observation de la Terre pour le climat, un déficit sur la sécurité, un déficit sur les communications également. C'est pour ça que du coup, je crois que c'est devenu un domaine qui est un domaine extrêmement convoité par les uns et par les autres. Et pour ça que l'aspect souveraineté et maîtrise est absolument clé et que c'est devenu un domaine dual. Il ne faut pas se le dissimuler. Un domaine où il y a une compétition qui peut aussi être une compétition militaire avec d'autres puissances. Et alors, pour ne rien simplifier, le champ a connu des mutations majeures que monsieur le rapporteur et madame la présidente rappelaient, c'est-à-dire qu'on a un monde des lanceurs qui est complètement bouleversé par rapport à ce qu'il était il y a 10 ans. Moi, je me suis replongé dans un rapport qui date de 2009, qui avait été écrit par Bernard Bigot, Yannick Descata et Laurent Collet-Billon sur l'avenir des lanceurs. Alors, il y avait déjà, ceci dit, beaucoup de choses et beaucoup d'intuitions sur ce qui a pu arriver, mais enfin, à 15 ans de distance, on voit quand même la façon dont les choses se sont complètement bouleversées. Que ce soit les lanceurs, je le disais, avec l'émergence d'un acteur absolument unique et singulier qui est SpaceX, qui, si vous mettez de côté les lancements chinois, finalement fait l'écrasante majorité des lancements mondiaux, avec un environnement qui est aussi bouleversé dans le domaine des satellites, où notre industrie, qui était traditionnellement de pointe et excellente, et qui l'est toujours dans le domaine des satellites géostationnaires, s'est retrouvée remise en cause, en quelque sorte, par l'émergence des constellations et des technologies associées. Et aussi, évidemment, des modèles économiques qui ont complètement évolué, c'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui cette tendance à l'intégration verticale des acteurs. Si on reprend à nouveau l'exemple de SpaceX et de Starlink, vous avez la fusée, vous avez le satellite, vous avez le segment sol, vous avez le service qui va avec, et ça vous permet de capter toute la valeur et finalement de tailler des croupières à tous les autres acteurs. Et dernier élément sur le secteur spatial, c'est évidemment aussi un point que mentionnait la présidente et le rapporteur, c'est la géopolitique. On voit bien qu'avec la guerre en Europe, on voit bien qu'avec l'Ukraine, avec par exemple la coupure que M. Musk a à un moment infligée aux Ukrainiens des communications via Starlink, mais aussi l'ensemble des rivalités et ce qui est en train de se passer aux États-Unis avec la remise en cause des programmes spatiaux, on est quand même dans un environnement qui est très, très compliqué. Alors j'ai conscience de cette complexité et je n'aurai pas l'outrecuidance de prétendre avoir des solutions à tout. En revanche, ce que je voudrais éclairer, c'est qu'est-ce que le CNES peut essayer de faire ou pourrait essayer de faire dans ce contexte-là. Et étant entendu que pour moi, je pense que vraiment ce qui est important, c'est de rappeler que le CNES, c'est le bras armé de l'État. Il n'est pas seul, certes, il n'est pas le seul acteur du spatial, mais il a un rôle, je pense, d'aiguillon sur ces politiques publiques. Je voudrais... Alors, quel est l'axe peut-être par lequel il me semble falloir commencer et qui va permettre d'aborder les questions de monsieur le rapporteur sur les lanceurs et sur la compétition. Je crois que il nous faut, dans les circonstances actuelles, renforcer la dimension européenne de ce qu'on fait dans le domaine du spatial. Alors la renforcer sans naïveté, mais en se disant bien que seuls ou en tout cas désunis au niveau européen, nous aurons énormément de mal à faire face à un acteur dominant comme SpaceX. Et donc ça veut dire qu'il faut que l'Union européenne, il faut que le rôle politique de l'Union européenne dans le domaine du spatial se renforce, et il faut que le budget qui va avec, dans le cadre des futures perspectives financières 2028-2034, soit également renforcé. Alors ça, monsieur le rapporteur évoquait Iris-Carré, c'est une bonne illustration d'une première implication ou d'une implication en plus de Galiléo de l'Union européenne dans ces domaines-là, mais c'est vraiment dans cette direction-là qu'il faut aller. Et si je reprends les questions que mentionnait monsieur le rapporteur sur Iris-Carré, je pense qu'on a avec Iris-Carré la possibilité d'avoir un dispositif innovant et original qui nous permette de faire travailler ensemble les acteurs européens, de faire progresser nos acteurs dans le domaine des satellites, de nous doter effectivement de ce modèle à la fois de communication gouvernementale et de prestations commerciales. Et je pense que par rapport à ça, on va avoir, ça ce sont pour les
les forces, on va avoir, si ce n'est une faiblesse, du moins un enjeu qui est de tenir notre calendrier. C'est-à-dire que M. le rapporteur parlait de 2030, c'est ambitieux, évidemment, pour le déploiement de tout ça, et c'est ça qui, je pense, qui sera clé en termes de bonne exécution du programme. Si je reviens à nouveau sur l'Europe, je pense qu'il y a un autre aspect qui sera clé, c'est serons-nous, et je pense que c'est ça qui doit être notre objectif, capables de forger une meilleure unité de vue entre les grands pays européens, au premier ordre l'Allemagne et l'Italie, parce que si nous restons divisés, et si nous restons dans un certain nombre d'oppositions, et si nous ne trouvons pas une manière d'avoir un équilibre gagnant-gagnant entre les uns et les autres, je pense que là aussi, nous nous affaiblirons au plan international. S'agissant des lanceurs, pour poursuivre, au demeurant, une bonne nouvelle de la journée, le lancement de Vega C de ce matin s'est bien passé, ce qui veut dire qu'on est revenu et sur Ariane 6 et sur Vega à un cycle de succès et de lancement. Mais je crois que la priorité, c'est effectivement le maintien de l'exploitation d'Ariane 6. Il est évident que nous avons un problème de compétitivité, il est évident que nous avons un problème de coût de ces lancements, puisque c'est pour ça qu'aux conférences ministérielles précédentes, il avait été prévu de subventionner les lancements et qu'il faut trouver des voies et moyens pour réduire ce coût. Mais néanmoins, je pense que l'investissement qui a été fait dans Ariane 6 est un investissement majeur qu'il faut s'efforcer de rentabiliser et nous pouvons nous flatter d'avoir retrouvé cet accès à l'espace via Ariane 6. L'autre aspect, ça sera de préparer la suite, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'une des difficultés qu'on a pu avoir, c'est le trou entre Ariane 5 et Ariane 6, et je pense que préparer les lanceurs de demain, sans diviser nos forces, à nouveau, parce que si on n'a pas d'unité européenne là-dessus et si on ne sait pas utiliser les forces des uns et des autres en les unissant, nous exposerons à de grandes difficultés internationales. Je pense que ça, c'est un enjeu. Et dans cet enjeu-là, le fait de bénéficier des compétences de tous, des idées de tous et de ce qui peut se faire par des modèles éventuellement innovants sur la conception des lanceurs via des startups ou des entreprises de cette nature-là, combiné avec les compétences des acteurs classiques, me semble extrêmement important. Je ne voudrais pas oublier non plus l'atout que constitue le port spatial européen, donc le centre spatial guyanais, parce que c'est quand même un privilège que nous avons d'avoir cet accès à l'espace via le CSG, et le CSG aura à accueillir dans les années qui viennent probablement une plus grande diversité de lanceurs, et donc il faut qu'il se prépare à cette évolution-là. Et par rapport à la question de monsieur le rapporteur sur comment sera-t-il capable d'y faire face, je pense que les travaux qui ont pu avoir lieu et les travaux qui ont lieu en ce moment sur les pas de tir, justement, nous mettent bien dans cette logique-là, c'est-à-dire de pouvoir mettre à la disposition des opérateurs de demain une installation extrêmement performante. Tout ça qui est pas simple au niveau européen, j'aurais tendance à le relier un peu à mon expérience passée, c'est-à-dire que sans que ça constitue une réponse absolue, mais mon travail comme président de l'Association européenne des organismes de recherche et de technologie, ou ce que j'ai pu faire à EUMETSAT du temps de Météo France, ou encore ce que je peux faire comme délégué de la France au CERN, qui est une organisation qui finalement est assez similaire à l'ESA par certains aspects, me montre bien ces ressorts européens, cette difficulté-là, et en tout cas je suis prêt à mettre cette expérience-là au service de l'enjeu européen. Au vu du contexte international, quelle est finalement la deuxième question, je crois qu'il faut qu'on se pose. Elle tourne, et là aussi monsieur le rapporteur l'a évoqué, autour de la dualité et du rapport civil-défense. Je pense qu'on ne peut pas, dans la période actuelle, faire l'économie de ça, et peut-être plus que jamais, le caractère dual de l'espace apparaît. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence et quelles sont les choses sur lesquelles il faudrait mettre l'accent? Moi, je pense que monsieur le rapporteur rappelait les missions canoniques du CNES. Je pense qu'on est à un moment où une coopération, il ne s'agit pas simplement de mettre au service du ministère des Armées les compétences du CNES, il s'agit probablement de rapprocher encore plus les travaux de manière à avoir cette approche intégrée où la dualité, ça va dans les deux sens, c'est-à-dire ça va du civil vers la défense et de la défense vers le civil, chacun bénéficiant des compétences et des technologies de l'un et de l'autre. Et je pense que là, on a vraiment une fenêtre pour renforcer cette coopération. Le deuxième aspect que je vois, c'est que ça doit ceci aussi être porté au niveau européen. C'est-à-dire, dans le cadre du programme de réarmement européen, il devrait y avoir une dimension spatiale. Il doit y avoir une dimension spatiale. Et je pense que celle-ci, elle est extrêmement importante. Et ça sera aussi une opportunité et un vecteur pour nos industriels. Mon troisième point,
revient sur ce que monsieur le rapporteur disait à propos de la manière dont le CNES peut contribuer à la souveraineté et à l'environnement industriel et à la manière de développer des compétences. Il est clair que la première priorité, ça doit être la préservation et le développement du socle industriel français et européen. Alors, dans cette logique de souveraineté, en étant vigilant à conserver la maîtrise des grandes composantes technologiques, on a déjà parlé des lanceurs, mais on peut parler des satellites, on peut parler du segment sol, et on voit bien que c'est un domaine qui est en bouleversement. On a une opération de consolidation qui est en cours entre des industriels, enfin entre Airbus, Thales et puis Leonardo en Italie pour constituer un grand opérateur pour avoir une taille critique. Et je pense que si le CNES doit avoir un rôle dans cette affaire, c'est un rôle d'accompagnement, d'aide et d'appui à l'industrie. Alors, sans se leurrer, je pense que nous ne pouvons pas aller vers une transposition pure et simple du modèle américain. C'est-à-dire que nous ne ferons pas un space... Enfin, vu la place que SpaceX et Starlink occupent aujourd'hui, ou même, j'allais dire, leurs acteurs concurrents comme Amazon, monsieur le rapporteur évoquait Kuipers et le lancement de Kuipers par Ariane, on voit bien que même monsieur Bezos avec Amazon et avec ce qu'il essaye de faire dans Kuipers, il court quand même derrière ce qui est SpaceX et Starlink. C'est Kuipers. Kuipers, c'est notre collègue. Ah. Je ne sais pas comment il faut dire. Alors, je vous avoue juste une chose, c'est que je n'ai pas encore bien réalisé quel était le bon mode de prononciation de la chose. Enfin, j'entends du projet d'Amazon et non pas du nom de monsieur le sénateur. Et je pense que ceci dit, même si on ne transpose pas le modèle américain, même si ça ne peut pas être une copie, on a au moins deux leçons à en tirer. Une première qui est sur l'innovation, sur les technologies, sur les cycles courts. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'une des forces de ce qui a pu être développé là-bas, c'est vraiment la capacité à produire vite, la capacité à faire de l'effet de série, d'une part, et d'autre part, à rechercher la meilleure exploitation possible de la donnée spatiale. Et ça, je pense que c'est vraiment extrêmement important. Alors, dans ce contexte-là, ce que le CNES doit faire, à mon sens, c'est d'apporter son savoir-faire, sa compétence technique à tous les acteurs de l'écosystème industriel, au demeurant anciens et nouveaux, en combinant les compétences, parce que je pense qu'on n'a absolument pas à rougir de l'excellence de nos industriels. Alors je ne sais pas s'il y a un old et un new, mais enfin en tout cas des industriels un peu plus anciens dans le secteur, et en revanche utiliser les nouveaux pour ce qu'ils sont capables de nous apporter, c'est-à-dire revisiter des idées, être capable d'inventer des modes de fonctionnement éventuellement un peu plus agiles, toute proportion gardée. Moi, je vois un peu dans cela ce que nous avons pu constater, y compris dans le domaine nucléaire, où il y a une combinaison d'acteurs historiques et puis de start-up qui, certaines réussissent, d'autres réussissent moins, mais qui peuvent amener des idées et on le voit bien. Je ne veux pas me laisser entraîner sur ça, ça nous éloignerait du sujet du jour. Mais en tout cas, dans cette logique de préservation de la base industrielle et de réindustrialisation, je pense que l'apport du CNES, c'est sa capacité de prospective, c'est sa capacité à avoir un socle technique et c'est sa capacité à éclairer l'État sur des choix pertinents et potentiellement à orienter la manière dont il emploie les crédits publics. Mon quatrième point qui va aller vers le troisième de monsieur le rapporteur, c'est sur la recherche et c'est sur la science. Parce que qu'est-ce qui se passe en ce moment? Monsieur le rapporteur le disait, il y a quand même une très préoccupante remise en cause des activités scientifiques et des programmes scientifiques. Alors, une préoccupante remise en cause de la science, simplement. Je pense qu'avec un univers de vérité alternative, comme on dit maintenant. Et donc, je pense que s'il y a bien une priorité dans ces temps troublés qu'on doit avoir, c'est de conserver cette base scientifique solide, parce que c'est une force française et européenne. C'est un des socles de notre attractivité parce que ceci nous est particulièrement reconnu et je pense qu'il est extrêmement important de préserver cette excellence. Alors, je ne sais pas si c'est par historique, mais enfin en tout cas c'est autant par historique que par conviction que je pense que le domaine de l'observation de la Terre est absolument clé et que c'est un domaine à nouveau d'excellence. Alors, quand je dis observation de la Terre, j'y mets la météorologie, j'y mets le climat, j'y mets
la surveillance de l'environnement sous toutes ses formes. Mais je pense que ça, c'est absolument essentiel. C'est d'autant plus essentiel, et je vais en venir à la question de monsieur le rapporteur sur ce qui se passe aux États-Unis, que on voit la remise en cause d'un certain nombre de programmes qui étaient potentiellement des programmes que nous avions en partage soit entre les États-Unis et la France, soit d'ailleurs entre les États-Unis et l'Europe via l'Agence spatiale européenne. Donc aujourd'hui, on a quand même des sommes considérables qui sont engagées. Il y a plusieurs centaines de millions de programmes qui ont été lancés, qui ont été commencés et qui du coup seraient remis en question s'ils devaient être, j'allais dire, mis à mal par l'administration américaine actuelle. Ça va tant dans le domaine du sondage atmosphérique que dans le domaine des océans que monsieur le rapporteur mentionnait avec SWOT, mais qu'on souhaitait poursuivre avec d'autres dans la veine de l'altimétrie spatiale. Au passage, c'est tout de même un peu un crève-cœur, parce que quand on pense que l'altimétrie spatiale a été développée avec les Jasons et avec toutes ces générations-là, principalement dans une coopération franco-américaine, voir qu'aujourd'hui c'est ça qui va être le plus sacrifié, alors que c'est un domaine d'excellence reconnu mondialement, c'est un peu dommage. Et donc je pense que par rapport à la question de monsieur le rapporteur, qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois qu'il faut être, en la matière, il faut quand même être prudent. C'est-à-dire, tout ce qui peut être sauvé de ces missions scientifiques doit l'être. Donc ne préjugeons pas des décisions de l'administration américaine, et il faudra être extrêmement prudent par rapport à ça. Et je pense que si des missions arrivent à se faire, tant mieux, bénéficions-en, et c'est très bien. En revanche, si elles ne devaient pas se faire, à ce moment-là, il faudra qu'on recherche des alternatives, que ce soit sur la manière dont on peut préserver certains instruments, éventuellement les déporter sur d'autres missions, ou bien rechercher d'autres partenaires à l'échelle internationale. Nous, par exemple, sur un certain nombre des programmes dont on parle, nos amis japonais sont impliqués via l'agence spatiale japonaise. Ça pourrait être aussi l'occasion de voir si ça peut se faire dans un partenariat franco-japonais, voire avec l'Inde, voire avec d'autres acteurs. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Ça me permet au passage de dire un mot sur le fait que je pense que ça suppose une fédération des efforts des acteurs français. La météo, l'IFREMER, c'est pas parce que c'est des maisons où je suis passé, mais la météo, l'IFREMER, les universités, le CNES, je pense qu'on a matière à travailler encore plus ensemble dans cette phase où nos solidarités sont quand même un peu mises à l'épreuve. Et je pense que je vois assez bien comment aborder ça par mon expérience passée, tant à la météo qu'à l'IFREMER. Mon cinquième et dernier point, et puis après j'essaierai de vérifier tout ce que je n'ai pas traité dans les questions de monsieur le rapporteur, parce que je suis sûr que j'en ai oublié en partie, va sur le CNES lui-même, c'est-à-dire quel rôle le CNES doit-il jouer au service de l'État et avec quel projet. Donc ça, c'est un peu moins des considérations de politique spatiale et un peu plus des considérations sur l'organisme. D'abord, moi, ce que je voudrais réaffirmer, c'est ma conviction que le CNES est un outil indispensable de la politique spatiale nationale. Et que sa contribution, elle s'ancre dans ce que monsieur le rapporteur rappelait, c'est-à-dire son expertise technique, son rôle de centre technique, sa capacité à être architecte système du spatial pour justement être capable d'évaluer ce qui se fait et de conseiller l'État. Ça me semble aussi être un élément important. Le CNES est un conseiller de l'État et moi, mon vœu, c'est que l'État s'appuie sur le CNES pour la définition des politiques publiques. Il faut qu'il ait confiance dans le CNES et je pense que la confiance dans le CNES, elle naît de la qualité de son expertise et de la pertinence de ce qu'il peut faire. Alors, pour bâtir un projet pour l'organisme, il me semble qu'il y a plusieurs choses. Bon, c'est essentiellement quelque chose qu'il faudra certainement bâtir en interne, travailler avec les équipes et puis forger en prenant l'avis des différentes parties prenantes. Mais néanmoins, je voudrais quand même relever quelques points. Le premier, je l'ai déjà un peu mentionné, c'est tout ce qui concerne l'agilité, l'innovation, la capacité de réaction. Je crois qu'avoir la capacité d'anticiper, de faire de la prospective, de s'adapter, d'avoir des cycles de travail plus courts, ça me semble important. Le deuxième aspect me semble être la dimension, j'allais dire, environnementale du spatial. Monsieur le sénateur évoquait les débris et évoquait une forme de surpopulation. Là où on lançait 400 tonnes par an, on est en train de lancer 1500 tonnes ou par an. À un moment, l'espace n'est pas infini et donc la question de comment on gère ça, de comment on comprend les impacts de ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel le CNES peut avoir un rôle de moteur et d'aiguillon pour la réflexion des uns et des autres. Il y a un autre aspect
que je voudrais souligner, alors qui n'est pas directement technique, mais qui va avec la préoccupation que j'évoquais précédemment sur la science. Bon, on voit bien que le spatial, c'est quelque chose qui fascine. Ça fascine les jeunes gens, ça fascine les uns et les autres. Et je pense qu'on pourrait mettre tout ce que le spatial fait et tout ce qu'il permet d'apporter au service, d'une certaine façon, d'une promotion et d'une attractivité de la science. C'est-à-dire que cette fascination que ça peut susciter chez la jeunesse, et alors la jeunesse des deux sexes, si j'ose dire, parce qu'on voit bien que la désaffection pour les études scientifiques et techniques chez les jeunes filles commence à devenir extrêmement préoccupante. Et donc moi je pense que qu'on a probablement avec le spatial un outil pour faire savoir ce qu'on fait, pour montrer l'excellence de ce qu'on fait, que ce soit dans la découverte de l'univers, que ce soit aussi dans les réalisations technologiques, pour en faire un outil d'attraction. Alors après, j'en arrive à ce que disait monsieur le rapporteur sur... mais vous allez voir le lien sur l'attractivité. C'est-à-dire qu'il est clair que la pyramide des âges du CNES est déplacée vers des âges relativement élevés, qu'il y aura renouvelé les générations actuelles et qu'il ne faut pas qu'on perde ce savoir-faire et il faut qu'au contraire qu'on sache attirer des jeunes. Alors je pense que de ce point de vue-là, la dimension innovation, la dimension science, la dimension nouveaux projets innovants est importante parce que ça peut permettre d'attirer les jeunes et de leur montrer que l'aventure spatiale n'est pas terminée, bien au contraire, et qu'il y a encore des dizaines de choses à faire. Mais je pense que ça incombe à l'organisme, et ça incombe aussi à l'organisme dans sa capacité, et c'est ce qu'évoquait monsieur le rapporteur, à nouer des passerelles entre les différents acteurs du système, c'est-à-dire à faire en sorte qu'il y ait des circulations, entre l'industrie et le CNES et l'industrie, que tout ça ne se fasse pas à sens unique, c'est-à-dire que ce ne soit pas on part d'un endroit et on va à un autre et puis on ne revient plus, mais au contraire, je pense qu'on sera plus riche de ces mobilités. C'est aussi pour ça que je pense que le rapprochement entre les différents organismes, la capacité à renouveler nos compétences de cette manière-là et à proposer des parcours attractifs en interne est important. Pour essayer de résumer ça, moi je pense que ce qui est clé dans cette affaire, et c'est très similaire à ce que j'ai rencontré au CEA en 2018 quand j'y suis arrivé, c'est comment est-ce qu'on s'inscrit pleinement dans l'héritage du CNES, dans la culture d'excellence de cet organisme créé en 1961 et qui est toujours aussi indispensable, et comment cette culture et cet héritage, on en garde le meilleur, on en fait fructifier le meilleur, mais on est aussi capable de l'adapter à l'environnement qui a bougé, qui n'est plus celui des années 1960. Et je pense que c'est ça le pari, c'est un pari de proposer à l'ensemble des personnels de l'organisme un projet auquel ils puissent participer, un projet qui soit attractif et qui leur permette d'ouvrir de nouvelles voies. Je le dis, c'est toute proportion gardée des choses que nous avons essayé de faire au CEA au fil de ces années. Alors, ayant dit ça, j'ai conscience de ne pas avoir répondu à toutes les questions de monsieur le rapporteur, mais je vais faire un point avec mes notes pour essayer de voir ce que j'ai complètement oublié, sauf si la présidente me dit que j'ai dépassé mon temps. Mais j'ai conscience des responsabilités, finalement, parce que ce que j'ai décrit là, ça peut sembler facile sur le papier, c'est-à-dire dire nous avons besoin d'une dimension européenne plus forte, nous avons besoin d'un tissu industriel plus fort. Tout ça, dit comme ça, semble simple. C'est loin de l'être. On sait très bien que unir nos volontés européennes avec les rivalités que nous avons pu avoir avec certains pays comme notre voisin allemand ne va pas être simple. Donc, mais en revanche, moi je suis prêt à mettre mon énergie, je serais prêt à mettre mon énergie dans ce chantier parce que d'abord il est passionnant. Ensuite, parce qu'il m'évoque beaucoup de choses de mon parcours passé, et parce que je pense que la qualité des personnels et de l'encadrement de la maison doit le permettre. Alors, qu'est-ce que je voudrais mettre au service de ça ? Je veux dire très très vite, ma pratique du pilotage des grandes organisations de recherche, c'est quand même ça que j'ai fait pour l'essentiel de ma carrière. Mon lien avec l'industrie et le développement des grands programmes, et alors pour ne parler ni de nucléaire ni de spatial, je parlerai de microélectronique et de ce qu'on a pu développer dans le cadre du CHIPS Act il n'y a pas très longtemps. Une capacité à travailler ensemble entre les acteurs. J'ai toujours une petite fierté d'avoir réussi avec mes collègues l'unification des flottes océanographiques. Là où il y en avait 4, maintenant il n'y en a quand même qu'une qui est pilotée par l'IFREMER, et ça me semble quand même un acquis.
L'expérience européenne, ça j'en ai déjà parlé avec mon travail, avec mes homologues, et puis cette capacité à faire bouger les organismes et à essayer de les transformer tout en respectant leur héritage. Donc voilà ce que je me proposerais de mettre au service de ce projet s'il devait aller à son terme. Alors, je me permets, et pardonnez-moi, c'est un peu... je me raccroche pour... je pense avoir traité un certain nombre des questions de monsieur le rapporteur, mais je vois d'ores et déjà que j'en ai manqué quelques-unes, donc je les reprends et j'essaye de conclure. J'essaye de conclure là-dessus. Vous m'interrogiez sur la contribution que le CNES pouvait avoir à la stratégie française spatiale et à la stratégie européenne. Je crois que j'ai essayé de l'illustrer en disant quels étaient les grands chantiers, quels étaient les grands enjeux, et je pense que le CNES, il a un rôle de proposition, d'aiguillon, et de bras armés de l'État pour conseiller l'État sur les choix, et les choix qui risquent d'être parfois rudes au moment où d'abord l'environnement international évolue et ensuite on risque d'être dans une période budgétaire et financière compliquée. Sur Ariane, je pense avoir traité cela. Oui, vous posiez, monsieur le rapporteur, la question de France 2030 et de si les objectifs de France 2030 avaient été atteints. Moi, c'est comme toujours dans des objectifs d'innovation et dans des objectifs où on ouvre de nouvelles voies, je pense qu'il faut donner un peu de temps au temps. C'est pas une pure mesure de facilité, mais moi je me méfie toujours quand on demande aux gens de rendre des comptes au bout de 2 ans. Enfin, si on prend... Prenons, alors j'ai dit qu'il ne fallait pas s'inspirer de l'exemple américain, mais si on prend l'exemple américain, les affaires SpaceX, elles commencent au début des années 2000. Et il y a un soutien constant, il y a un rapport avec la NASA pendant un bon nombre d'années avant que ceci soit productif. Aujourd'hui, moi, l'impression que j'ai par rapport à l'écosystème, c'est qu'on a redonné la conviction à tout le monde que le spatial était un domaine important, qu'il était important d'y apporter des idées nouvelles, voire de revisiter des idées anciennes qui n'avaient pas trouvé leur plein développement. Et je pense que ça a suscité une attraction, ça a suscité une capacité de mobilisation. Maintenant, viendra indubitablement le moment des choix, c'est-à-dire des voies qui se révéleront des voies sans issue et des voies qui seront des voies prometteuses. Et ça, c'est probablement ce qui est devant nous. Je pense que sur la recherche, j'ai traité le point. Sur Iris Carré, je l'ai aussi abordé. Et oui, peut-être pour finir sur les remarques de monsieur le rapporteur, cette fois-ci sur l'interne de l'organisme, je pense avoir traité la question sur le vieillissement. Alors, sur les infrastructures, donc alors à la fois les infrastructures du Centre spatial guyanais, les infrastructures toulousaines, et puis les systèmes d'information. Bon, je pense que à quelque chose, malheur est bon, la période un peu intermédiaire au niveau des lancements sur Kourou a permis de consacrer pas mal d'énergie aussi à moderniser la base et à faire des travaux de jouvence. Et donc ça, je pense que là-dessus, ça a permis d'avancer. Sur le Centre spatial de Toulouse, je ne suis pas à l'interne de l'organisme, donc je vais plutôt le faire sur la base d'un partage d'expérience de ce que j'ai pu mettre en place ou dû mettre en place au CEA, qui pose des problématiques presque encore plus compliquées, puisque certains de nos bâtiments datent, eux, carrément de l'immédiate après-guerre et non pas des années 60. Je pense que là-dessus, il faut vraiment qu'on ait un schéma patrimonial rigoureux où on définit une programmation et on s'y tient et on ne sacrifie pas les moyens qu'on met sur le patrimonial. C'est-à-dire qu'un des enjeux pour que les bâtiments restent en bon état, pardon d'être absolument trivial là-dessus, mais c'est qu'on ait quelque chose de régulier dans la mise à niveau avec un investissement régulier. On n'est pas capable de tout faire, on n'est pas capable de tout faire tout de suite, mais c'est absolument important d'avoir ce schéma patrimonial. Je comprends que le CNES l'a développé sur le Centre spatial de Toulouse et donc ça devrait porter ses fruits. Enfin, les systèmes d'information, comment dire, les systèmes d'information sont quasiment par définition obsolètes dès qu'ils commencent, quoi, si vous voulez, avec la vitesse. Alors là aussi, je l'expérimente rudement au CEA en ce moment, où nous sommes en train de
refondre l'ensemble du système d'informatique de gestion. Ce sont toujours des chantiers extrêmement lourds, coûteux et mobilisateurs en énergie du personnel. Je pense que là aussi, on a besoin de schémas directeurs qui aident à cadencer les choses et qui obligent à avoir des rendez-vous réguliers pour la mise à niveau. Voilà, pardon d'avoir été trop long. Pardon. Alors, sur le droit international. Donc, finalement, il y a toute une série d'accords depuis les premiers accords de fin des années 60 sur l'usage pacifique de l'espace. On voit bien. Alors, la ligne française, elle est clairement de rester sur ces engagements d'usage pacifique de l'espace, mais je pense qu'on souhaite aussi pousser dans le cadre européen je sais pas comment, l'acte européen qui ira sur l'espace. On souhaite y pousser une forme de, si ce n'est de transposition, du moins de dispositif qui s'inspire de la loi sur les opérations spatiales qu'on a en France, pour justement se donner les moyens de contrôler, de mesurer et de surveiller ce qui peut se faire dans l'espace, parce que je pense qu'une manière de s'assurer que les préoccupations qu'on a sont respectées, c'est aussi la connaissance et la capacité déjà à observer ce qui se passe et à comprendre ce qui se passe. Et là-dessus, je pense qu'on a un rôle important. Merci beaucoup, Monsieur Jacques. Donc, je vais ouvrir les questions à nos collègues et on va commencer avec Patrick Chaise. Patrick. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Jacques, pour déjà cet exposé tout à fait complet. Je voudrais donc moi revenir sur un certain nombre, sur un point principal, c'est sur le partenariat. En fait, les évolutions récentes du domaine spatial ont fait émerger de nouveaux acteurs, des start-up avec lesquels le CNES travaille. C'est aussi une compétence de longue haleine acquise par l'industrie. Avez-vous des idées pour développer et bénéficier de cette coopération au regard de ce que vous avez pu connaître dans vos précédentes fonctions ? J'ai une deuxième petite question. Vous avez parlé de réduction des coûts de lancement. Est-ce que sur ce point, vous avez des pistes, des idées pour faire en sorte justement que ces coûts soient réduits ? Ensuite, Daniel Salmon. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur Jacques pour cette présentation assez fouillée déjà. Je vais revenir sur 3 points, on va dire. Le premier concerne les pollutions spatiales qui ont déjà été abordées avec ces débris spatiaux et le risque de syndrome de Kessler qui est de plus en plus présent et la manière dont le CNES peut essayer d'apporter, non pas son débris, mais apporter sa pierre quand même à cette lutte contre cette pollution. L'autre pollution, c'est pollution lumineuse qui est de plus en plus présente. Vous en avez parlé avec les constellations. L'humanité a toujours vécu avec ce magnifique paysage qu'est la voûte céleste et qui est aujourd'hui, qui devient eh bien, un lieu privé pratiquement et qui vient impacter notre vision et ce magnifique paysage. Nous avons au sein de l'OPEX eu une audition il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, sur les vols habités. J'aimerais savoir un petit peu quelle est votre vision, puisqu'il y a eu un réel débat sur ce sujet. Beaucoup s'engagent dans cette perspective d'un vol habité, soit sur la Lune, soit sur Mars, mais avec, à vrai dire, peu de retombées scientifiques, qui sont ce vol habité plus vécu comme un symbole de puissance, plus que de recherche scientifique. Donc, quelle est votre vision sur ce vol habité ? Et puis, bien entendu, il n'est pas question de remettre en cause tout ce qui est observation de la Terre. Vous l'avez bien montré, on en a absolument besoin pour quantifier les dérèglements climatiques. Et puis je ne peux que vous inciter à aller vraiment vers la rénovation de vos bâtiments qui datent, parce que observer le réchauffement climatique, c'est une bonne chose, lutter contre, c'en est une autre. Merci. Bernard Buis. Merci Madame la Présidente. Moi, Monsieur le candidat, j'aurais une question rapide. Comment, selon vous, la France doit-elle se saisir des missions d'exploration et d'utilisation des ressources spatiales ? Voilà, qui est clair. Donc, pour cette première série de questions, Monsieur Jacques, je vous laisse la parole de nouveau. Oui.
Merci, Madame la Présidente. Pardon. Sur les questions de Monsieur le sénateur Chaize. Alors, peut-être je commence par la question de la réduction des coûts de lancement. On voit bien, il n'y a pas en la matière de baguette magique, mais en revanche, je pense que la question de l'efficacité de l'organisation industrielle et de la manière dont on peut essayer de rendre les processus plus simples, les circulations moins nombreuses et optimiser les processus industriels, c'est vraiment ce sur quoi travaille Ariane Group. Et je pense que, bien entendu, on est dépendant de la conception du lanceur. C'est-à-dire le lanceur, il est tel qu'il est, il ne va pas être révolutionné comme ça. Mais en revanche, je pense qu'il y a des capacités à gagner un certain nombre de marges, à nouveau, en s'inspirant peut-être des processus de production qu'on peut constater à l'étranger. Je pense que ça a une autre conséquence, c'est en tout cas de réfléchir pour les futurs lanceurs à intégrer ce genre d'aspect dès le départ. Sur l'autre aspect que vous mentionniez, sur les partenariats, je pense que dans ces affaires, vous m'invitiez à m'appuyer sur mon expérience passée, donc je vais le faire en usant du nucléaire, c'est-à-dire qu'on voit bien que ce qui peut se faire avec des acteurs nouveaux comme ça, c'est une obligation à réinterroger un certain nombre de choses. Je vais vous en donner un exemple nucléaire et après je reviendrai, je vous promets, sur des sujets spatiaux. On avait, dans le domaine des réacteurs, expérimenté des réacteurs dits réacteurs à sel fondu. Il y en a eu un seul au monde dans les années 60-70. Aujourd'hui, vous avez vu la presse de cette semaine, il y en a un en Chine. Alors tout petit certes, mais qui commence à être regardé. Et on voit bien que ça, c'est des voies qu'on avait laissées de côté et qui aujourd'hui sont remises sur le devant par un certain nombre d'acteurs qui nous obligent à réinterroger un certain nombre de choses. Je pense que c'est toute chose égale par ailleurs, c'est ce genre de processus-là qu'il faut qu'on arrive à faire. Et en bonne coopération entre les compétences des uns et des autres, c'est-à-dire que le socle de compétences techniques et l'expertise du CNES doit permettre de dire, bon, certes, on peut réinterroger cette idée, mais n'oubliez pas ces fondamentaux scientifiques et technologiques, ce qui permet aussi de ne pas partir dans des voies trop hasardeuses. Sur les questions, les deux questions de Monsieur le Sénateur sur Salomon, sur la pollution. Alors, je vais commencer par la pollution lumineuse, alors qui est loin d'être le sujet le plus simple. Hein. Bon, aujourd'hui, moi, ce que je sais dire sur le sujet, je prétends absolument pas être l'expert du sujet, mais c'est que bon, les astronomes, l'ensemble de la communauté scientifique a commencé à y travailler. Alors, évidemment, se plaint de la pollution. Maintenant, au-delà de se plaindre, il faut essayer de quantifier, il faut essayer de comprendre quel impact ça a sur les mesures, quel impact ça a sur les observations et éventuellement quelles mesures palliatives ça pourrait avoir. Ça, c'est un travail qui a commencé, qui est en cours et je pense qu'il faudra à un moment le prendre en compte. Alors, dans la version, j'allais dire, la plus facile, c'est... Moi, ça m'évoque toujours le problème de compétition des usages sur un espace limité. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de trouver des palliatifs ou est-ce qu'on est capable de réguler un certain nombre d'utilisations? Je pense que c'est à la croisée des deux qu'il faudra regarder. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution toute faite, hein, c'est clair. Sur les débris, je pense que il me semble qu'on a deux questions quand même. Et le syndrome de Kessler. Hein. On a la question débris en tant que tel, c'est-à-dire débris en tant que les prévoir l'effet des impacts, éventuellement avoir un certain nombre d'outils en ce domaine-là. Mais ça, c'est plus ponctuel. La question plus générale qui est qu'est-ce qui se passe finalement par la masse et par l'importance du phénomène, ça, je crois que personne, quand Kessler a émis cette hypothèse-là, c'est déjà un certain temps et de fait, on n'a pas forcément de modélisation ou de compréhension fine. Donc moi, je pense que c'est un sujet de travail plus qu'un sujet de réponse à ce stade. Sur le vol habité, alors, sur le vol habité, je crois que la question, elle a toujours été alors, il y a évidemment un enjeu de puissance, il y a un enjeu de
de démonstration de la maîtrise de l'espace. On voit bien que c'est quand même comme ça dans les années 50-60 que les choses se sont développées. Le Spoutnik, Gagarine, enfin bon, les hommes sur la Lune, enfin, on voit bien que c'est ça qui a entretenu la compétition. L'Europe, elle a toujours eu une position, je pense, relativement équilibrée, c'est-à-dire de ne pas avoir son programme en propre, mais d'essayer de bénéficier d'un certain nombre d'opportunités via beaucoup les États-Unis, mais aussi la station spatiale. Et je pense que par rapport à ça, ce qu'on peut gagner dans le vol habité, c'est que ça permet, comme il s'agit d'envoyer des êtres humains dans l'espace, comme il s'agit de le faire en toute sécurité, ça permet de tester un certain nombre de technologies extrêmes et donc d'avoir un certain nombre de retours. Pour autant, en termes d'exploration et en termes de capacité à aller explorer, je pense que, et de bonne économie des deniers publics, il faut vraiment bien peser les choses et voir ce qu'on peut faire aussi avec des moyens robotiques. Et donc il faut trouver, je pense, un juste équilibre. Quant à la rénovation des bâtiments, oui, c'est bien ce que je veux dire, mais encore faut-il avoir les moyens correspondants. Et donc il faut les sécuriser, il faut le faire année après année. Sur la question de M. le sénateur Buis sur les missions d'exploration et d'usage des ressources spatiales. Bon. Là aussi, c'est une question qui est une question compliquée. C'est-à-dire, je pense qu'il faut qu'on arrive à la fois à connaître l'espace, à bénéficier de l'espace, sans se lancer dans des démarches j'allais dire, de poursuite, de compétition entre les acteurs et de commercialisation complète de la chose, parce que je pense qu'à un moment, on courra un certain nombre de risques. Donc, moi, je pense que ça passe quand même d'abord par des mesures de connaissance, par des mesures de compréhension de l'espace, avant d'aller à une quelconque exploitation ou exploration, parce que sinon on risque, je pense, de mettre la charrue avant les bœufs, y compris même en se plaçant dans une pure logique d'aller bénéficier de la chose. Si on n'a pas suffisamment compris et exploré, je pense que ça ne pourra pas porter ses fruits et ça risque même de nous amener dans des difficultés considérables. Merci. Alors on continue avec Anne-Catherine Loisier. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur. Moi, juste une question complémentaire, parce que vous avez déjà répondu à beaucoup de points. Je voulais juste revenir rapidement sur la saturation de l'orbite basse et toutes ces constellations qui se déploient. Je lisais qu'on prévoit plus de 50 000 objets d'ici 2050, donc ça donne une idée de l'affluence de ces objets. Et je voulais savoir si dans le cadre des objectifs qui sont les vôtres, est-ce que l'idée de créer cette autorité mondiale en fait, du trafic spatial, est-ce que pour vous c'est quelque chose aujourd'hui de crédible compte tenu de la donne mondiale et est-ce que vous vous êtes fixé entre autres un objectif pour être actif dans ce domaine? Merci. Evelyne Renaud-Garabédian. Merci Madame la Présidente. Monsieur Jacques, l'espace permet de créer non seulement des emplois hautement qualifiés dans l'industrie spatiale, mais également dans de très nombreux services de différents secteurs, la logistique, le transport, l'agriculture, la santé, la finance, la défense, les télécommunications et bien d'autres. Il est donc nécessaire de vulgariser et expliquer les enjeux spatiaux au grand public qui, au-delà des exploits spatiaux de Thomas Pesquet, n'est peu ou pas informé. Comment envisagez-vous de rendre accessible à un plus grand nombre de personnes ces enjeux techniques et scientifiques? Merci Evelyne. Fabien Gay. Fabien. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur Jacques, bonjour. Moi j'ai une question, j'ai été un peu surpris par la fin de votre intervention, notamment sur le rapprochement entre Airbus, Thales et Leonardo, en nous disant l'ambition n'est pas d'affronter ou de concourir à créer le SpaceX européen, c'est tout autre chose. Bon, j'entends que c'est extrêmement complexe, on s'en est déjà beaucoup parlé ici, et je partage avec vous. Sauf que les directions d'entreprise, actuellement, notamment Airbus et Thales,
vendent le projet Bromo, que ça s'appelle, ce rapprochement, justement pour dire nous avons besoin de créer le SpaceX européen, justement dans cette grande compétition internationale. Et sur ça, se fait des restructurations extrêmement importantes dans ces entreprises. C'est 2500 emplois qui vont être supprimés chez Airbus dans le domaine spatial et de la défense. C'est 1800 emplois menacés chez Thales. Et je ne connais pas le chiffre chez Leonardo, donc je ne me permets pas de le dire. Mais justement, sur ces projets de restructuration et avec cette ambition. Donc, je voudrais que vous puissiez nous éclaircir. Et la deuxième chose, moi, je m'intéresse, comme un certain nombre ici de nos collègues, beaucoup à la question spatiale. J'ai eu la chance d'aller en Guyane, pas vu de tir, mais de visiter le CNES. Bon. La réalité, c'est que le rôle du CNES, par les grands industriels, est contesté. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Et certains disent même on pourrait se passer du CNES et on voudrait organiser les tirs de A à Z. Et le projet Bromo, en partie dans les discussions, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va mettre 3 grands industriels, on voudrait en tout cas amoindrir le rôle du CNES. Donc est-ce que vous, quelle position vous allez prendre dans ça? Parce que si le projet va au bout, il va falloir plus que jamais, à mon sens, défendre les compétences et les savoir-faire du CNES face aux industriels et leur dire qu'il y a une absolue nécessité, y compris sa reste publique, avec vous. Donc voilà, je voudrais des précisions sur ces 2 points et je vous en remercie. Monsieur Jacques. Alors, je vais commencer par les questions de la sénatrice Poirier. À dire vrai, je ne suis pas très optimiste sur une autorité mondiale. Hein. Je veux dire, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, au plan géopolitique, quand on voit ce que fait l'administration américaine, quand on voit la démarche, quand on voit certaines consanguinités entre certains secteurs au niveau américain, je pense qu'on peut plaider pour ça. Et je pense qu'il faut plaider pour ça. Après, l'échelle d'action à laquelle on peut peut-être faire porter nos efforts, c'est l'Europe et le moment où les acteurs en question ils bénéficient soit d'infrastructures en Europe, soit doivent trouver des relais en Europe. Mais je pense qu'il ne faut pas se leurrer. En revanche, alerter sur la difficulté que ça pourra finir par représenter pour tous les acteurs, moi ça me semble la voie peut-être pour essayer de faire convenir tout le monde qu'il y a un peu de raison à mettre dans tout cela. Sur la question de Madame la sénatrice sur comment communiquer, moi je pense que je l'évoquais dans mon propos, c'est absolument clé. Vous me pardonnerez, je vais le faire avec un pas de côté à nouveau CEA, mais c'est pour peut-être essayer de voir comment ça se transpose. On a récemment, vous l'avez peut-être vu, mis en service la plus grosse machine d'imagerie cérébrale au monde, au CEA, qui est dans un institut du CEA qui s'appelle Neurospin, et qui produit des images de cerveau presque aussi bonnes ou presque aussi fines que quand vous faites de la dissection du cerveau, et on préfère voir nos cerveaux sans avoir forcément à les disséquer. Et on a fait un petit événement sur le web, enfin sur Internet là-dessus, et on a eu un nombre de vues, de jeunes qui ont trouvé ça assez fascinant parce que comprendre le cerveau, etc. Donc moi je pense que le point c'est de trouver des sujets comme ça qui montrent à la fois l'exploit scientifique, l'exploit technologique, et puis qui peuvent fasciné parce que ça ouvre des horizons de réflexion sur des choses que les gens ont envie de connaître parce que c'est notre propre d'être humain de connaître. Et je le disais, je pense que le spatial s'y prête relativement bien parce que justement il y a déjà une dose de fascination par rapport à ça, et je crois que utiliser ça pour convaincre à la fois de l'importance de la science, de l'importance du secteur spatial, et puis d'attirer des jeunes, moi, ça me semble absolument clé. Donc il y a vraiment... Alors, je ne dis pas que entendons-nous, le CNES fait déjà des choses comme ça, mais je pense qu'on peut pousser encore un cran plus loin, et puis essayer de choisir des cas qui sont sur lesquels on va particulièrement réussir à attirer l'attention. Alors, par rapport aux questions de monsieur le sénateur sur Bromo, alors que je précise mon point. SpaceX, c'est un modèle où vous avez le lanceur,
enfin, vous le savez, monsieur le sénateur, mais vous avez le lanceur, vous avez la constellation, enfin la fabrication de la constellation de la satellite, lancement de la constellation de satellite, et puis après le service Internet qui va avec, et le tout jusqu'au bout et à l'utilisateur. C'est ça qui permet d'écraser en partie les autres. Hein. Bon, je veux dire. Bon. Enfin, c'est ça la force du modèle. Après, dans le modèle, il y a aussi à regarder la part du modèle qui est commercial, la part du modèle qui bénéficie des lancements institutionnels et du soutien. Bon, enfin voilà, je veux dire. Voilà. Non, mais c'est pour ça que je dis. Bon. Alors, pourquoi je dis que Bromo, c'est pas ça? Bromo, c'est pas cette intégration verticale comme ça, c'est plutôt quelque chose où on travaille en horizontal sur l'ensemble des satellites. C'est juste pour préciser les choses. Après, vous dites, et à juste titre, que les industriels sont dans une situation difficile, mais justement parce que les constellations se sont développées et parce que les satellites géostationnaires qui avaient été notre excellence dans les années passées ont connu des difficultés. Je crois que ce qu'on a à faire, c'est peut-être pas, parce que je ne vois pas comment on sera capable de faire un SpaceX, mais en tout cas, c'est de consolider nos compétences, de s'assurer qu'on a un marché européen, qu'on bénéficie par l'ensemble de nos missions vis-à-vis de nos industriels pour développer de nouveaux projets, et que c'est ça qui nous permettra de préserver l'emploi. Sur l'autre point, qui est la contestation du rôle du CNES, oui, j'ai l'habitude. C'est-à-dire que le CEA essuie de temps à autre aussi ce genre de choses, c'est-à-dire en disant on pourrait faire sans le CEA. Bon. Moi, ce que je dis toujours dans ces affaires-là, c'est tant que tout va bien, on n'a pas besoin de ces organismes. Puis dès qu'il y a un problème, alors là, tout d'un coup, on découvre qu'on en a besoin. Ça, je l'ai vécu rudement au CEA au fil de ces années. Donc moi, je dis maintenir la compétence, le socle de compétences techniques, l'excellence qui permet d'anticiper un certain nombre de choses, qui permet de répondre à des questions difficiles le moment venu, qui permet de piloter un certain nombre de choses, d'avoir une compréhension du système. Moi, je suis convaincu que c'est la noblesse et le rôle de ce genre d'organisme. Je l'ai défendu avant, j'ai bien l'intention de le défendre maintenant, parce que je n'ai pas changé d'avis sur le sujet. Très bien. Y a-t-il d'autres questions ? Je n'en vois pas. Monsieur le rapporteur, rien à rajouter ? Franck ? Monsieur Jacques, non plus ? Non, je pense que j'ai abusé. Bon, eh bien écoutez, très bien, on vous remercie. Je demande bien sûr à nos collègues de rester dans la salle puisque nous allons procéder aux opérations de vote.